Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front National, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Je voudrais commencer par qu'on regarde une image, l'image de vous hier. Vous étiez avec François Hollande et Nicolas Sarkozy à l'hommage national aux victimes de l'attentat de Nice. On est très loin du temps où vous n'étiez pas sur la photo, du temps où, au moment par exemple de l'hommage aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, vous n'étiez pas aux côtés de tous ces dirigeants place de la République pour la grande manifestation à Paris. Désormais, non seulement vous êtes sur la photo, mais vous êtes en quelque sorte devenu intégré, fréquentable. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, vous n'avez jamais été à la fois aussi haut dans les sondages, et le sentiment qu'on a, c'est que vous n'avez jamais eu aussi peur de perdre, et qu'il y a, on en parle régulièrement, cette question du plafond. Alors je vois que vous souriez, vous allez me dire votre sentiment par rapport à ça, mais qu'après les régionales, il y a eu comme une prise de conscience que oui, il y a un front républicain encore en France, que oui, il y a un plafond de verre difficile en quelque sorte à dépasser, et on va parler du coup tout au long de cette émission de votre stratégie, de votre candidature et de cette question fondamentale, quelle présidente vous seriez? Vous avez déjà un slogan, votre slogan c'est « Au nom du peuple ». J'aimerais d'abord que vous définissiez votre candidature. Ma candidature, c'est celle qui va consister à remettre la France en ordre, rétablir l'ordre économique, l'ordre interne, l'ordre diplomatique, car incontestablement, les dernières décennies ont montré de la part d'une classe politique qui ne s'envisage plus d'ailleurs comme, concernant le président de la République, comme des hommes d'État, mais en réalité comme des experts comptables. Je crois que le débat sur la primaire a été très révélateur à cet égard. Le débat sur la primaire à droite, oui, à droite, cette semaine, mais à gauche, ce sera pareil. Cette classe uniquement politique, des comptables. Pour vous, c'est des petites oui, questions, c'est pas de hauteur, c'est oui, quoi? Le débat était un débat d'experts comptables. Il n'y avait aucune grande vision qui émergeait de ce débat. Or, ils ont fait le choix depuis des décennies du laisser-aller, du laisser-faire, du laisser-passer. Et donc, nous sommes confrontés aujourd'hui, la France est confrontée aujourd'hui, le peuple français est confronté aujourd'hui, je crois, à des grands choix de civilisation. Et c'est ce qui rend cette présidentielle très différente des autres élections. Vous faisiez une comparaison. Et je crois qu'en la matière, comparaison n'est vraiment pas raison entre les élections régionales et les élections présidentielles. L'élection présidentielle... Mais c'était quand même un test pour vous, Marine Le Pen. Vous l'avez d'ailleurs vécu comme tel. Non, pas particulièrement. L'élection régionale, c'est une élection pour choisir des gestionnaires de région. L'élection présidentielle, c'est bien autre chose que cela. C'est justement des grands choix, une grande vision. Et c'est vrai que les choix qui sont posés aux Français aujourd'hui sont fondamentaux. Est-ce qu'on va défendre la nation ou une société multiculturelle? Est-ce qu'on va défendre un État stratège ou est-ce qu'on va laisser la loi du marché imposer la règle du plus fort? Est-ce qu'on défend une liberté nationale, une indépendance nationale ou est-ce qu'on admet la soumission de la France à des structures supranationales? Ces grands choix-là, c'est au présidentiel précisément qu'ils se posent et c'est aux Français d'y répondre. Alors vous disiez, à travers les primaires, mais pas seulement, la fonction présidentielle, en quelque sorte, c'est devenu une histoire de boutiquier ou d'expert comptable. Vous seriez pas une présidente normale? Est-ce que ça, c'était une erreur? Est-ce que vous seriez... Je crois que tous les Français attendent, au contraire, un président extraordinaire, pas normal. Et on voit la limite de l'exercice, d'ailleurs, car cette course à la normalité... donne le dernier livre dans lequel le président de la République se confie, fait une sorte d'analyse en se servant des journalistes sur le divan desquels il s'installe pour parler de tout sauf de la vision qu'il a de la France et des Français. C'est pas digne ? Il y a un affaissement de la fonction présidentielle. Enfin, je veux dire, on va pas y passer 3 heures. Je crois que chacun l'a compris, chacun le ressent. Ça date pas d'ailleurs de François Hollande. C'était vrai aussi sous Nicolas Sarkozy. Or, au nom du peuple, c'est ça aussi. Vous voyez, quand je dis, ça n'est pas seulement un slogan, c'est une ligne de conduite. C'est une profession de foi. C'est que le président de la République, il représente tous les Français. Et donc, ça oblige à un surcroît
de dignité et encore une fois une grille de lecture qui soit systématiquement celle de l'intérêt de la France et des Français. On va revenir concrètement sur votre rapport notamment aux institutions, puisque notamment tous ces derniers mois, on a vu un FN qui en quelque sorte devenait le garant des institutions par rapport à ceux qui, notamment à droite, ont pu la combattre. Mais juste un mot sur ce livre que vous évoquiez à l'instant, donc Un président ne devrait pas dire ça, qui est le livre de confidence de François Hollande à Gérard Davet. Le titre est assez bien choisi d'ailleurs. Finalement, il est assez juste, au fond, si je vous entends. Oui. Je voudrais quand même juste vous reprendre 2 ou 3 choses qu'il dit, parce que au fond, est-ce que vous pourriez pas dire la même chose sur les juges notamment? François Hollande, il dit cette institution qui est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique, la justice n'aime pas le politique. Est-ce que là-dessus vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais pas cela parce que je crois que justement le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Et j'ai trouvé cette formule et cette globalisation très violente, très brutale. Vous ne le diriez pas, mais vous ne le pensez pas non plus? Là, pour le coup, il sort totalement de son rôle. Bien sûr, il doit y avoir, il y a sûrement des magistrats qui ne respectent pas leurs fonctions, qui sont pas neutres. Ça peut arriver, bien entendu. Mais jeter ainsi l'ensemble de l'institution judiciaire et attenter aussi brutalement, je veux dire, au pouvoir judiciaire, m'apparaît être une faute, m'apparaît être une grave erreur. Voilà, donc je n'aurais pas dit cela et je ne pense pas que le président de la République puisse se permettre de dire cela. Alors on le sait depuis, il a présenté ses excuses, enfin il a prononcé de fait ces mots et il ne les a pas reniés. Sur l'immigration, il dit « Je pense qu'il y a trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là ». Là encore, peut-être, est-ce que vous le pensez ? Oui, est-ce qu'au fond, il pense comme vous et qu'il n'osait pas jusqu'à présent le dire? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Je pense que tous les Français savent pertinemment ce que je pense de l'immigration. Bon. La vraie question, mais on ne savait pas forcément pertinemment ce que lui pensait de l'immigration. Oui, mais la vraie question, Mme de Malherbe, est plus grave que celle-là. Parce que qu'est-ce que ça révèle, ça? J'ai envie de dire que ça devrait susciter un jugement encore plus dur sur François Hollande. Car on peut comprendre que on peut concevoir que des gens ne comprennent pas, y compris au plus haut niveau de l'État, ce qui est en train de se passer dans notre pays en matière d'immigration. On peut concevoir qu'ils ne sachent pas. Mais ce qui est inadmissible, ce qui est vraiment une faute et une trahison lourde à l'égard du peuple français, c'est de s'apercevoir qu'en réalité, ils savent. Et lui, il sait. Il sait les problèmes que pose l'immigration, il sait le problème que pose le fait que cette immigration continue inexorablement à entrer avec l'accord des différents gouvernements dans notre pays, et pourtant il ne fait rien. C'est un petit peu comme pour la justice. Si le président de la République considère qu'il y a des problèmes avec la justice, mais bien il est là pour les régler. Voilà, or parce que vous lui reprochez, c'est le décalage entre les confidences qu'il fait là et tout d'un coup on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il pense et son incapacité ensuite à le mettre en œuvre. Et oui, mais ça révèle qu'en réalité il n'a pas compris ou n'a jamais réussi à intégrer la fonction présidentielle. Alors, votre rapport aux institutions, on a l'impression que depuis, effectivement, notamment cet été, le débat à la fois sur la déchéance de la nationalité, sur les fichiers S, sur le Burkini, sur toutes ces questions-là, la droite a quasiment systématiquement, notamment par la voix de Laurent Wauquiez ou de Nicolas Sarkozy, dit que le droit ne suffisait plus et que notamment la Constitution telle qu'elle était aujourd'hui était un frein à mettre en place un certain nombre d'outils. Et vous, au Front National, vous devenez ceux qui sont en quelque sorte les garants, qui dites non, il n'y a pas besoin de changer la Constitution, non, il n'y a pas besoin de changer la loi, on a tout ça, on a tous les outils nécessaires. Au fond, vous devenez assez classique, vous ne renverserez pas la table. Vous pensez que la France, en tout cas la France, les institutions françaises telles qu'elles existent, elles suffisent? Est-ce qu'il faut effondrer notre patrimoine politique et juridique pour rentrer dans cette forme de course à la dernière idée qui va faire un petit article dans la presse? Non, je ne le crois pas. Moi, ce que je souhaite, c'est conforter l'identité et l'indépendance de la France. Et je souhaite reconquérir la République française. Je veux la reconquérir pour les Français, parce que cette République française, elle a été effondrée. Mais c'est quoi la reconquérir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que la République ils en sont exclus presque, les Français? Oui, ça veut dire que plus rien n'est respecté. La République, dans la Constitution, est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Est-ce qu'elle est indivisible? Non. La France est effondrée par l'émergence de féodalité, qu'elle soit religieuse, ethnique, territoriale. Est-ce qu'elle est laïque?
De moins en moins, je pense que chaque Français s'en rend compte. Est-elle démocratique? Je ne le crois pas. Quand on voit que, incontestablement, l'Assemblée nationale n'est pas aujourd'hui représentative de l'ensemble des courants d'opinion et du poids de ces courants d'opinion. Comment vous feriez pour qu'elle le soit davantage? D'abord, j'établirai la proportionnelle, parce que je pense que tous les Français ont le droit d'avoir des représentants au sein de l'Assemblée nationale. Et puis surtout, je rappellerai l'article 3 de la Constitution et je le ferai appliquer. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or, quand je vois la méfiance incroyable des dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs français ou européens, à l'égard du référendum, je me dis que cette méfiance, elle exprime... Marine Le Pen, regardez, c'est un des nouveaux arguments de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit « Je vais procéder par beaucoup de référendums, je commencerai dès le deuxième tour des législatives ». Oui, je suis un peu... comment dire, étonné que personne ne lui dise « Mais, M. Sarkozy, pourquoi, si vous respectez tant le référendum, avez-vous commencé par retirer de la Constitution, dans le cadre de la révision constitutionnelle qu'il a fait voter par le Congrès, l'obligation de tout référendum pour nouvelle entrée dans l'Union européenne ?» Bon, on voit bien que Nicolas Sarkozy, qui n'a pas organisé un seul référendum pendant son quinquennat, en réalité se méfie beaucoup du référendum. Donc c'est un argument de campagne, mais c'est pas il en avait fait, pardon, d'ailleurs, la confidence. Il avait fait la confidence, il avait dit « Je n'organiserai pas de référendum parce que je ne suis pas sûr du résultat ». Ça veut dire qu'il y a... En fait, le refus du référendum est une méfiance à l'égard du peuple. Bon, ces dirigeants ne font pas confiance au peuple. Et moi, je fais confiance au peuple. Et par conséquent, je veux un référendum d'initiative populaire, pas un faux qui soit quelque chose comment dire, d'impossible à mettre en œuvre, mais un référendum du type italien où avec 400 000 ou 500 000 signatures, eh bien, le peuple peut imposer l'organisation d'un référendum. Là-dessus, deux questions. Une question parce que vous dites, oui, mais Nicolas Sarkozy, que ne l'a-t-il fait quand il était président? Évidemment, c'est une question qu'on ne peut pas vous poser à vous, et c'est dans un sens votre force. C'est-à-dire que, de fait, comme vous n'avez jamais été présidente de la République, régulièrement, vous dites, oui, mais nous, on le fera. Vous l'avez dit notamment, vous dites, nous sommes le centre de la vie politique française, nous sommes confrontés à des gens qui singent nos propositions, c'est un peu le cas visiblement, mais profondément, ils n'en sont pas convaincus. Quand ils ont été au pouvoir, ils ne les ont pas mis en œuvre. En gros, votre force à vous, ce serait de dire, nous, quand on y sera au pouvoir, on le fera vraiment. Mais pourquoi vous croire vous plutôt que les autres? Madame Delab, d'abord parce que notre vision, elle est cohérente, ce qui n'est pas le cas de nos adversaires. Deuxièmement, parce que sur les grands choix, les grands sujets, nous n'avons pas changé d'avis. Or, je suis désolée de vous dire, mais ça devrait interpeller les Français quand même. Comment est-ce qu'on peut changer d'avis sur des sujets aussi fondamentaux que le référendum? Comment est-ce qu'on peut changer d'avis sur le sujet aussi fondamental que la citoyenneté? Comment est-ce qu'on peut être pour le droit de vote des étrangers, puis après contre le droit de vote des étrangers? Comment est-ce qu'on peut être pour l'indépendance de la France, et puis contre, et puis pour à nouveau? Je veux dire... Ça prouve quoi? Ça prouve qu'en réalité, ce sont des modifications qui sont des modifications électoralistes. On s'adapte à ce que l'opinion publique attend. Mais il n'y a pas de conviction profonde. Donc quand on n'a pas de conviction profonde, on ne peut pas en réalité aller au bout de la logique et avoir le courage de mettre en place... Mais c'est vrai que vous pouvez brandir cette carte un peu de la virginité politique, en quelque sorte, qui, dans un sens, fait qu'on a simplement... Il faut qu'on vous croie, quoi. Eh bien oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français peuvent ne plus croire ceux qui ont déjà été au pouvoir et qui n'ont pas mis en œuvre leurs engagements. Moi, j'essaye de m'appuyer sur ce que j'ai à proposer aux Français. Regardez dans les villes. Voilà, dans les villes, il y a eu un certain nombre d'engagements. Ces engagements, ils ont été tenus. Et je crois que les populations de ces villes sont extrêmement heureuses de la gestion qui est faite par le Front national. J'aurais aimé pouvoir faire mes preuves au régional, mais ils ont eu tellement peur que nous fassions nos preuves qu'ils ont modifié en quelque sorte le mode de scrutin entre les deux tours, en retirant les listes socialistes en PACA et dans le Nord, pour nous empêcher de gagner. Mais est-ce qu'ils ne feront pas la même chose au présidentiel? Alors ce ne sera pas une histoire de liste. Mais enfin, ce front républicain, vous sentez bien que votre difficulté, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, votre difficulté, c'est qu'il y a effectivement un très haut pourcentage des Français qui veulent que vous soyez présidente, mais tous les autres sont contre. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette espèce de ventre mou de gens qui seraient ni vraiment pour vous, ni vraiment contre. Non, les gens sont soit complètement pour vous, soit complètement contre, et c'est ce front républicain qui peut vous empêcher de gagner. Eh bien, moi, je crois à la possibilité de rassembler précisément autour de ma candidature une majorité de Français. Car je pense que sur les grands choix que je leur propose, eh
bien, nous avons déjà enregistré de très grandes victoires idéologiques. Les Français sont d'accord avec nous sur les grands choix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont d'accord avec nous, voilà. Et donc, il faut aujourd'hui qu'ils expriment cette adéquation, cette adhésion. Je suis convaincue que la campagne présidentielle va servir précisément à exposer ces grands choix. Et qu'en face, je vais avoir quoi? Je vais avoir un candidat du système, hein, un candidat issu des primaires. Mais Marine Le Pen, vous étiez la première à dire ce mot. En fait, un produit de synthèse. On s'aperçoit que la primaire, ça crée des produits de synthèse. Mais vous étiez la première à utiliser ce mot, le système. Mais maintenant, c'est devenu très banal. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est contre le système. Vous écoutez Emmanuel Macron, il fait pratiquement du Marine Le Pen dans le texte. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis le candidat qui va bousculer le système, je suis contre le système. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne me fera aucun cadeau. Au fond, vous avez lancé une mode, mais vous êtes assez banal sur cette thématique-là. Est-ce qu'il est contre, par exemple, la soumission de la France à l'Union européenne? Je crois pas, non. Or là, on a la clé de voûte du système. Donc vous voyez, évidemment, chacun cherche à se présenter comme étant hors système, etc. Mais en réalité, quand vous regardez, quand vous creusez, quand vous allez au fond de leurs propositions, ils proposent juste une chose, c'est que tout continue comme avant. Et on ne peut pas en même temps se dire anti-système et en même temps vouloir que le système perdure tel que nous l'avons connu depuis 30 ans. Je vais passer la main à Nathalie Chuc, mais j'avais quand même une question encore sur le référendum. Vous disiez, je ferai des référendums et j'ai confiance dans la voix du peuple. Si le peuple ne répond pas aux questions que vous lui proposez selon vos souhaits, est-ce que vous démissionnerez? Non. Est-ce que vous estimez que chaque référendum est aussi un moment où si vous êtes dédicte en quelque sorte, non, alors parce que si je réintègre le référendum comme un moyen précisément pour le peuple de s'exprimer, eh bien à ce moment-là, s'il se saisit d'un certain nombre de sujets, eh bien, il faut qu'il puisse encore une fois donner son avis. Et en revanche, on est tenu par le référendum. Moi, je garde quand même en mémoire 2005, ce référendum où les Français disent non à la Constitution européenne et où elle revient par la fenêtre. Où Nicolas Sarkozy l'a fait revenir. Donc comment peut-on encore une fois dire je veux des référendums et en même temps avoir cette tâche indélébile sur son passif qui consiste à dire je vous ai demandé votre avis et puis après j'ai pris votre avis et je l'ai mis à la corbeille. On va en reparler de tout ça dans un instant. Et d'abord, c'est Nathalie Chuc qui nous rejoint du Parisien aujourd'hui en France pour parler des questions de société.